C'est un des principaux facteurs de pauvreté en France. Une injustice invisible et pourtant source majeure d'inégalités dans notre pays, l'accès au logement. Des logements plus rares et donc plus chers. Les prix de l'immobilier ont explosé. La France se prépare à une méga crise du logement pour les années qui viennent. Les problèmes du logement, la crise serait plus importante. Il y a une crise dans la crise. Comment se fait-il que les prix du logement soient devenus prohibitifs un peu partout en Europe ? La crise du logement, c'est un poison lent, mais c'est un poison extrêmement sûr. Entre l'inflation, le coût des matériaux qui a explosé, les nouvelles normes environnementales et l'augmentation des taux de prêts immobiliers, la construction de logements neufs diminue et ce n'est pas prêt de s'arranger. Dans notre pays, 330 000 personnes sont SDF, 15 millions sont touchés par la crise du logement. Ces chiffres de la Fondation Abbé Pierre ne cessent d'augmenter. Chaque année, de nouvelles personnes se retrouvent aspirées dans cette spirale infernale de la précarité du logement. Le déficit de logement entraîne une augmentation des prix de l'immobilier, ce qui accentue la concentration du patrimoine et divise la France en deux. D'un côté, la France des propriétaires, souvent plus âgés, qui ont déjà acquis leurs biens, et la France des locataires, souvent plus précaires, qui ne peuvent plus accéder à la propriété et qui parfois ont de grosses difficultés pour se loger. Il y a donc urgence à pouvoir loger tout le monde, tout en respectant les nouvelles normes environnementales, malgré la crise économique. Comment le logement est-il devenu le symbole d'une société où il vaut mieux hériter que mériter ? Sommes-nous à l'aube d'une immense catastrophe sociale ? Réponse tout de suite dans cette émission économique pour Blast. Souvenez-vous, c'était les mots d'Emmanuel Macron avant son élection. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité. C'est une question d'humanité et d'efficacité, là aussi. Depuis ce discours, le nombre de SDF a doublé. Il y en a aujourd'hui plus de 300 000. Et il y a des bébés de parfois quelques semaines qui vont attendre des heures dehors, dans le froid, pour espérer d'avoir une place pour la nuit. Mon rêve, c'est d'avoir une maison. Moi aussi. Un parc qui est trop bien à côté de ma maison. Oui. Alors, que s'est-il passé pour que nous en arrivions là ? Après la Seconde Guerre mondiale, un quart du parc immobilier est endommagé. Certaines villes sont complètement détruites et une crise majeure du logement éclate, alors que l'immigration de travailleurs augmente. Les bidonvilles se multiplient et l'abbé Pierre lance son célèbre appel à la solidarité en 1954. 29% des Français n'ont ni eau courante ni électricité. Le 7 janvier, le petit Marc, 3 mois, meurt de froid dans les bras de sa mère. Le prêtre député Henri Grouès, de son nom de résistant Abbé Pierre, appelle à l'insurrection de la bonté. Dans les années qui suivent, la France met en place une politique ambitieuse du logement. Des milliers d'immeubles sortent de terre. L'essentiel du parc social HLM que l'on connaît aujourd'hui est construit jusqu'en 1972. Pendant cette période de croissance économique, la voiture rend accessibles les maisons individuelles de plus en plus nombreuses. À partir de là, le mal-logement diminue et reste à peu près stable jusqu'au début des années 2000, avant de nettement se dégrader en même temps que la situation économique. La crise de 2008 fait exploser les inégalités d'accès au logement. Depuis, c'est la descente aux enfers, au point qu'en 2019, l'ONU a déclaré la France coupable de violation des droits humains à cause des limites d'accès au logement. Aujourd'hui, on fait face à une crise du logement profonde et étendue. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut d'abord prendre conscience de la crise sociale généralisée dans laquelle nous nous trouvons en 2023 et l'explosion de la pauvreté. Nous en avons déjà parlé dans bon nombre d'émissions. Ici, à Blast, la pauvreté ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et la crise alimentaire fait rage. Les files d'attente pour obtenir de l'aide alimentaire s'allongent toujours plus. Les Restos du Cœur tirent la sonnette d'alarme et sont désormais contraints de refuser des bénéficiaires. La consommation alimentaire exprimée en volume s'effondre et c'est sans précédent depuis 1980. Près d'une personne sur 3 a du mal en France à se payer 3 repas par jour, le tout dans un contexte inflationniste important, puisqu'en 2 ans, le prix des produits de base a augmenté de plus de 23%. Et on pourrait aligner les chiffres pendant des heures.
Vous avez compris l'idée, absolument toutes les associations en contact avec les personnes en situation de pauvreté tirent la sonnette d'alarme. 70% des Français ont changé de comportement, les plus modestes, beaucoup, les autres peut-être un peu moins, mais ils ont changé. On n'a jamais vu ça tellement dans le métier. Et là, on commence à nous dire on saute des repas. Et dans ce contexte, le logement représente un problème majeur pour les Français, car il constitue une part essentielle de nos dépenses, notamment pour les plus modestes. Les dépenses dites contraintes des Français ont augmenté ces dernières années. Les dépenses contraintes, ce sont celles dont vous ne pouvez pas vous passer et qui partent généralement au début du mois. C'est le loyer, les factures d'eau, d'électricité, de téléphone ou encore tout ce qui est obligatoire comme les impôts ou les assurances. En 2001, ces dépenses représentaient 31% du budget des ménages les plus modestes contre 41% aujourd'hui. Parmi les dépenses contraintes, le logement constitue le premier poste de dépense à hauteur de 23% du revenu brut des ménages français contre 9,5% en 1960. Revenons 2 secondes sur ce chiffre. Ça veut dire qu'en 1960, de manière générale, dans votre budget du mois, il n'y avait même pas 10% qui partaient dans le logement. Aujourd'hui, ça a plus que doublé. L'ONG Oxfam vient de sortir un rapport très complet sur le sujet qui fait un bilan de la situation. Le rapport confirme que ce chiffre des 23% dans le budget représente une réalité très différente selon qu'on soit locataire ou propriétaire, avec de réelles inégalités. Selon les derniers chiffres dont on dispose, les 25% les plus pauvres dépensent 32% de leurs revenus dans le logement, contre seulement 14,1% pour le quart des Français les plus aisés. La part du logement dans notre budget est 2 fois plus élevée si on fait partie des plus pauvres que des plus riches. Et qui sont les personnes les plus touchées par la précarité du logement ? Les femmes, les étudiants ou encore les personnes isolées. Bref, les personnes les plus touchées par la précarité de manière générale. Pourquoi est-ce que je vous parlais plutôt de la précarité alimentaire ? Eh bien parce que les différents types de précarité se superposent. Ceux qui n'arrivent pas à se nourrir sont aussi ceux qui n'arrivent pas à se loger ou encore ceux qui subissent des discriminations. C'est cumulatif. Et la précarité du logement est l'un des visages les plus saillants de la pauvreté. Résultat, ces chiffres accablants de la Fondation Abbé Pierre. 4 millions de personnes sont mal logées en France. Une personne mal logée, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas la durée de son hébergement. Ça recoupe le cas des personnes sans domicile, les personnes qui vivent chez un proche par contrainte, ou encore celles qui vivent dans des logements insalubres. Là, on est à la cuisine. C'est ça, donc. Avant ça, regarde. Voilà. On va tomber. Ouais. Saïd regarde impuissant son appartement partir en lambeaux. Voilà. Oui. À cause de l'humidité, sa cuisine est couverte de moisissures, du sol au plafond. Nous sommes 3 personnes pour 28 mètres carrés. Un ado, un enfant et moi. Toutes les traces noires que vous voyez là, c'est tous les résidus de cafards qu'il y a, même quand vous nettoyez le placard. Là, sur le scotch, il y a les cafards qui ont décédé dessus parce que j'ai mis du produit. Donc je paye 692,66 €. Pour moi, je paye 700 € pour un taudis, pour une merde. Aujourd'hui, près d'1 million de personnes habitent dans des logements en surpeuplement excessif. 3,5 millions ont froid l'hiver, car elles ne peuvent pas chauffer leur habitat. En 2021, 786 000 coupures d'énergie ou réduction de puissance ont été effectuées pour cause d'impayés, soit 22% de plus en 2 ans, ou encore plus d'1 million de personnes sont en situation d'impayés de loyer. Madame Melin, qui touche 900 € de retraite, n'arrive plus à prioriser ses créances. Faire quelque chose pour débloquer ce droit. Franchement, il y a d'autres dettes. Céline et Pauline sont là pour lui rappeler qu'elle doit d'abord payer son loyer. Est-ce que 300 € c'est tenable, Madame Melin, par mois? Oui. Voilà, mais franchement pas plus parce que sinon après... Non, mais je suis venue pour ça, pour essayer de discuter après, aussi avec vous sur cette somme. Et déjà là, bon, je peux même pas m'acheter à manger. Non, c'est pas grave, je bois du café. En tout, si on rajoute toutes les personnes en situation de surpeuplement, ou encore les propriétaires qui habitent dans des logements dont ils ne peuvent plus payer les charges, ou encore les personnes pour qui le coût du logement est si élevé qu'il ne leur reste plus assez d'argent à la fin du mois pour subvenir à leurs besoins, 15 millions de personnes sont touchées par la crise du logement. Si une partie de la population souffre financièrement à cause des coûts liés au logement, une autre partie de la population va, elle, au contraire, très bien. Elle en tire même de larges bénéfices. Car si les inégalités se creusent, c'est en grande partie à cause de l'immobilier. En 20 ans, le patrimoine des 10% les moins bien dotés a été divisé par 2. Celui des 10% les mieux dotés, au contraire, a lui été multiplié par 2,25.
Et les moins dotés, de manière générale, peuvent à tout moment basculer dans la précarité du logement. Pour comprendre, il faut regarder cette métaphore illustrée par Arnaud de l'excellente chaîne Stupid Economics. La fondation L'Abbé Pierre, qui suit de près cette évolution, décrit le marché du logement comme une centrifugeuse, comme un tourniquet de parc pour enfants. Au centre, les bien lotis, souvent propriétaires d'un logement dans une zone attractive, sont bien installés. Ce sont des personnes qui ont acheté il y a 20 ans, avant la hausse des prix, et qui ont pu rembourser leur crédit. Les ménages locataires du privé avec des revenus modestes, eux, sont sur le bord et doivent s'accrocher de toutes leurs forces pour ne pas être éjectés sous la pression. Celles qui tombent du tourniquet viennent alimenter le nombre croissant de personnes expulsées de leur logement. Des personnes qui, en voyant la vitesse du manège défiler devant elles, savent qu'il sera très difficile de réintégrer ce marché. Et ça tourne de plus en plus vite dès que les prix du logement augmentent. Or, les prix du logement ne cessent d'augmenter justement. Ce que nous montre le rapport d'Oxfam toujours, c'est que les prix de l'immobilier ont augmenté de 125,6% entre 2001 et 2020. Seulement dans le même temps, les revenus bruts des ménages n'ont progressé que de 29%. Autrement dit, en 20 ans, les prix des biens immobiliers ont augmenté 4 fois plus vite que les revenus. Ça a toujours été plus facile d'acheter quand on avait des niveaux de vie élevés, mais ça s'est beaucoup accentué. Et depuis 20 ans, en fait, par exemple, il faut être en couple pour acheter, il faut avoir un apport, on s'endette beaucoup plus longtemps. Donc il y a tout un tas de leviers qui ont été mis en place. Et donc finalement, aujourd'hui, on parle de la crise de l'immobilier, mais il y a une crise du logement, en fait. Donc pour acheter aujourd'hui, lorsqu'on est un jeune actif, soit on fait partie de ceux qui ont de très gros salaires, soit on a hérité ou on dispose d'une aide familiale conséquente. Et puisqu'on parle d'inégalité, la crise du logement, c'est aussi une énorme source d'inégalité générationnelle. C'est ce que j'avais essayé de montrer dans mon livre « Sois jeune et tais-toi ». Oui, petit instant autopromo, pardonnez-moi. 3,5% des ménages français possèdent au moins 5 appartements et détiennent à eux seuls la moitié du parc locatif. Et ce sont les plus âgés qui en bénéficient. En 2021, près de 45% des multipropriétaires immobiliers ont plus de 60 ans et le ratio passe à 70% lorsqu'on ajoute les cinquantenaires. Pourquoi ? Car ils ont investi dans un contexte favorable et les plus de 50 ans, qui ont pu investir avec facilité entre 1970 et 1995, s'enrichissent depuis, grâce au boom immobilier historique. Depuis, le contexte économique n'a cessé de se dégrader et ceux qui avaient investi tôt dans l'immobilier sont devenus parfois très riches, alors que les plus jeunes n'ont pas pu accéder à de telles opportunités parce qu'ils n'étaient tout simplement pas nés. Aujourd'hui, le travail ne suffit plus pour rattraper les générations précédentes et réduire les inégalités de patrimoine. Plus le temps passe, plus la part de richesse que l'on détient a été héritée et non méritée. Pour le Conseil d'analyse économique, la France est redevenue une société d'héritiers. La part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente 60% contre 35% au début des années 70. Donc non, ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, on pouvait être jeune et construire un patrimoine significatif. En 1986, le patrimoine net médian des trentenaires était même 45% plus élevé que celui des plus de 70 ans, alors qu'en 2015, il est 3 fois plus faible. Être jeune aujourd'hui, sans avoir hérité et vouloir accéder à un bien immobilier, c'est comme arriver à une partie de Monopoly au 10e tour. On est forcément perdant. Non seulement les jeunes accèdent plus difficilement à la propriété privée, mais leurs contrats sont plus précaires et leurs salaires plus faibles par rapport au coût du logement. Ce sont donc les premiers à pâtir de la crise et à occuper les rangs des mal logés, comme le montre le rapport de la Fondation Abbé Pierre. La sociologue Fanny Bouguet-Jabloc explique que le coût du logement, à lui seul, fait entrer une partie des jeunes dans les classes populaires. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Car selon de nombreux observateurs, nous sommes à l'aube d'une crise de l'immobilier bien plus importante. Selon le vice-président de la région Île-de-France, par exemple, c'est une véritable bombe sociale à retardement. Aujourd'hui, on fait face à 2 crises du logement. Premièrement, une crise conjoncturelle liée à l'augmentation des coûts des matériaux de construction et à la remontée des taux. C'est cette crise qui laisse penser à certains qu'on se dirige vers une crise encore plus massive. Une crise conjoncturelle qui frappe tous les pays dans le monde, la France n'est pas immune, et qui est liée à la remontée des taux directeurs des banques centrales la plus brutale de l'histoire économique moderne, et donc qui a asséché le pouvoir d'achat immobilier de certaines classes très particulières, les primo-accédants, donc les gens qui n'avaient pas d'immobilier, qui empruntaient 100% ou quasiment 100% de la somme pour se loger, les investisseurs locatifs qui achetaient pour louer les biens ensuite, et le monde du logement social qui est à sa dette à taux variable, puisque la dette du livret A, personne ne le sait, mais elle est à taux variable quasiment
pour son intégralité. Et donc tous ces publics se sont retrouvés complètement en incapacité à devoir rembourser des sommes très importantes pour pouvoir acheter du logement. Il y a une conjonction de facteurs négatifs. Le premier, c'est que quand les Français ne trouvent pas à acheter, ils restent locataires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne vous a pas échappé qu'on ne peut plus louer des passoires énergétiques, dont tout ce qui est égé aujourd'hui est censé ne plus être loué, en tout cas ne plus être louable, donc ils sortent du parc locatif privé. La troisième raison, c'est le non-approvisionnement par l'immobilier neuf, puisque les investisseurs immobiliers qui achetaient dans le cadre d'une défiscalisation, déversaient dans le marché du logement, dans la location privée, un certain nombre de logements qu'ils ne déversent plus. Dans certains cas, trouver un appartement à louer est devenu un véritable parcours du combattant. Dans certaines villes très prisées, car proposant plus de travail, des personnes en CDI gagnant très bien leur vie restent sans logement, comme le montrait cet épisode d'Envoyé spécial qui retraçait le parcours de Victor, en CDI à 2500 € net par mois et pourtant sans domicile. Victor cherche un logement depuis 1 mois. Il y a quelques jours, son ex-compagne l'a mise à la porte de l'appartement qu'il partageait encore avec elle. Donc là, c'est bon, j'ai quelque chose pour dormir ce soir. Ça fait plaisir. Combien ? 109 €. 109 € la nuit ? La nuit. C'est tellement irréaliste comme situation. J'ai un travail, je gagne bien ma vie, mais je n'ai pas d'endroit fixe pour dormir, quoi. Deuxièmement, il y a une crise structurelle. Qui possède et qui finance les logements depuis 50 ans en France ? Ce que nous montre le rapport d'Oxfam, c'est que l'État s'est progressivement désengagé de la question du logement pour le laisser aux mains du privé. La production de logements sociaux a par exemple diminué au plan national avec 126 000 logements sociaux financés en 2016 contre 96 000 en 2022. Le soutien financier de l'État, s'il a longtemps été dirigé vers la construction, est aujourd'hui tourné vers les aides sociales au logement comme les APL qui ont été rabotées ces dernières années. Il faut quand même rappeler qu'on n'a aujourd'hui jamais dépensé aussi peu pour aider la politique du logement rapportée à la richesse nationale. On n'a jamais dépensé aussi peu. On a fait des économies. Là encore, dans le prochain PLF, on annonce un peu moins de 2 milliards d'euros d'économies budgétaires sur la politique du logement, en supprimant le dispositif, notamment Pinel, qui était très critiqué, mais qui permettait de sortir du logement. Résultat, Oxfam parle d'une financiarisation du logement aidé. Ce processus transforme le logement en un produit financier et aboutit à une gestion avant tout financière du logement, provoquant des déséquilibres importants entre l'offre et la demande sur les marchés du logement. Si on prend le cas des étudiants, seuls 7% d'entre eux ont accès à des logements Crous ou un logement social, soit un étudiant sur 16. Chaque année, c'est la même galère pour les 110 000 étudiants de la métropole lilloise. Avec les premiers résultats de Parcoursup, tous veulent anticiper. On a eu pas mal de parents qui sont déjà venus alors qu'ils n'ont pas eu leurs résultats Parcoursup pour leurs enfants. Une véritable course à la location dans les rues de Lille. Dans cette agence, les demandes de visite ont été multipliées par 4. Un marché immobilier presque saturé à 3 mois de la rentrée. À partir de la mi-juillet, ça va commencer à se raréfier. Début août, ça va devenir très compliqué. Néanmoins, il y aura toujours quelques opportunités. S'il y a un conseil à donner, c'est ne pas tarder et surtout savoir ce que l'on recherche. En moyenne, un studio dans le centre de Lille est loué en moins de 48 heures. Comme il n'y a pas assez de logements abordables pour tous, une offre privée et financiarisée s'est donc développée. Les investissements dans les résidences étudiantes privées ont afflué ces dernières années et explosé en 2022, puisqu'elles ont doublé en 1 an. Le nombre de résidences étudiantes privées en France a ainsi augmenté de 13,7% entre 2021 et 2022, et ce, alors que l'offre publique stagne. Bref, c'est ce qu'on pourrait appeler la financiarisation du logement aidé. Un phénomène sur lequel avait déjà alerté Libération l'année dernière, qui décrivait dans une tribune « Les marchés financiers jouent un rôle plus important dans le financement des logements sociaux. Les banques y trouvent des capitaux frais pour le refinancement des prêts destinés aux organismes HLM. Certains bailleurs s'y endettent aussi directement. Leurs emprunts obligataires représentaient plus de la moitié du total du secteur immobilier français en 2019. La même année, Action Logement levait par ailleurs 1 milliard d'euros sur ces mêmes marchés pour financer un plan d'investissement négocié avec l'État, soit la plus importante opération d'Europe. Face à ce constat, la réponse politique a été de développer des niches fiscales pour attirer l'argent privé. Mais pour certaines d'entre elles, le coût dépasse largement l'effet escompté. Oxfam nous révèle que 3 niches fiscales ont coûté 11 milliards d'euros en 12 ans.
Et ces 3 niches fiscales qui nous ont coûté près de 11 milliards d'euros auraient pu permettre la construction de plus de 70 500 logements sociaux supplémentaires. Car les multipropriétaires de logements n'utilisent pas forcément leurs biens pour servir les besoins de la population, mais cherchent plutôt à faire du profit à tout prix. Ça passe par l'essor des logements meublés, très profitables, ou encore de la location saisonnière sur des plateformes comme Airbnb au détriment des populations locales. Il faut raisonner entre stock et flux. Les constructions neuves, c'est du flux. Le stock, il est existant, il y a 37 millions de logements aujourd'hui en France, métropolitaine et territoire outre-mer. Et donc, on a à peu près 8% de logements qui sont vacants et on a 10% de résidences secondaires. Donc, ça fait quand même pratiquement 20%. Le reste, ce sont des résidences dites principales, dont certaines sont en classe énergivore, etc. Donc, sur ce stock qui existe, qui doit être rénové, on a aussi une partie de ce stock qui est dérivé vers d'autres usages. Or, le problème de la crise aujourd'hui, c'est une crise à la fois de rentabilité du logement en tant qu'actif, mais c'est également une crise de l'habitat. C'est-à-dire qu'on ne peut plus loger les ménages qui en ont besoin. Il faut bien comprendre que le logement, c'est 2 dimensions. C'est un actif, il a été financiarisé depuis une quinzaine d'années, et c'est un bien qui répond à un usage. Le problème des actifs, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien plus intéressant d'être propriétaire d'un logement comme un actif que de favoriser le logement pour les ménages qui doivent l'utiliser. Et l'Airbnb, mais également tout autre procédé de meublé, mais également, il y a aussi un sujet qui va nous revenir dans très peu de temps, ce sont les résidences avec service, tout ce qu'on appelle le co-living, c'est-à-dire des niches de marché qui répondent à des demandes de rentabilité et d'actifs immobiliers, je sais bien que ça dérange de le dire, alors qu'en fait, au départ, le logement doit répondre à un besoin, c'est d'héberger des ménages. Une partie des multipropriétaires possèdent également des logements vacants, 3 millions de logements en tout, un chiffre qui augmente d'année en année depuis 15 ans. Et ça, c'est nouveau. C'est encore le rapport d'Oxfam qui nous le montre. La part des résidences principales tend à baisser ces dernières années. Entre 2013 et 2018, le taux de croissance annuel moyen du nombre de résidences secondaires de 1,7% a largement dépassé celui des résidences principales de seulement 0,9%. Bref, les propriétaires possèdent de plus en plus de résidences secondaires et le nombre de propriétaires seulement de résidences principales diminue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ceux qui possèdent de l'immobilier sont de plus en plus riches, au point de pouvoir disposer d'une résidence principale et d'une résidence secondaire. Et pendant ce temps-là, ceux qui ne peuvent pas acheter un bien immobilier sont de plus en plus nombreux. Bref, vous l'aurez compris, le logement est aujourd'hui un véritable carburant pour les inégalités. La France n'est pas encore dans une situation aussi grave que celle du Royaume-Uni ou de l'Allemagne, par exemple, qui ont laissé des pans entiers du secteur du logement se financiariser. Panique dans le secteur de l'immobilier allemand. Le pays manque cruellement de logements, les investisseurs ne savent plus comment rentabiliser les projets. Les faillites d'entreprises ont doublé en l'espace d'une année et les loyers explosent. Selon Eurostat, en une décennie, les prix des logements ont augmenté de 46% et les loyers de 21% dans l'Union européenne. En Italie, le 16 mai dernier, les étudiants ont organisé une journée de manifestation nationale contre les prix du logement, tandis qu'au Royaume-Uni, les loyers atteignent des records historiques. La réponse politique est catastrophique, en témoigne l'intervention de la ministre de l'Intérieur britannique, qui déplore que les SDF occupent les centres-villes en choisissant ce mode de vie. On n'en est pas encore là en France, mais comme on vient de le démontrer dans cette vidéo, la situation se dégrade rapidement. Le bilan d'Emmanuel Macron sur le logement, c'est encore la Fondation Abbé Pierre qui en parle le mieux et qui le qualifie de page blanche, tout simplement. Celui-ci s'articule autour de 2 reproches principaux. D'abord, la réforme des APL, effective depuis le 1er janvier 2021, qui a entraîné 1,1 milliard d'économies sur l'année, au détriment de leurs bénéficiaires, souvent déjà précarisés. Ensuite, le manque de construction de logements dans le social comme dans le privé, qui aura mené à l'explosion du nombre de sans-abri et de mal logés. C'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire ce que vous en avez pensé et sur les solutions que vous aimeriez voir mises en œuvre par la puissance publique. Je vous rappelle que Blast est un média indépendant et que nous aussi on subit la crise du logement. Ça fait des semaines qu'on cherche des nouveaux locaux car on n'arrive pas à faire travailler tout le monde ici, mais que les prix sont prohibitifs. Donc si vous le pouvez, n'hésitez vraiment pas à nous soutenir en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à très bientôt.